jusqu'à présent, nous avons analysé un peu plus. D'abord en faisant une distillation TPP qui nous a permis de recueillir différentes fractions étroites, ce qui nous a permis évidemment de tracer la courbe TPP. Mais cette courbe TPP, qui est comme cela, nous permet, en fonction par exemple de la température d'évolution en fonction du pourcentage volumique, nous permet de commencer la distillation autour de 35 degrés, par exemple à 2%, 35 degrés. 35 degrés, c'est quoi 35 degrés? C'est la température des hydrocarbures qui bout autour de 35 degrés. Quels sont les hydrocarbures? Quel est le premier hydrocarbure liquide? C'est le pentane. À quelle pression? Il faut toujours dire à la pression constante. Donc, à partir de 35 degrés, nous faisons la distillation et nous arrivons globalement autour de 500 degrés. Ça ne veut pas dire que nous avons des hydrocarbures à 500 degrés, mais quand la distillation se fait, il y a deux morceaux généralement. Il y a une distillation atmosphérique jusqu'à à peu près 300 degrés. Et à 320 degrés, à partir de 320 degrés, qu'est-ce qu'on fait? On fait la distillation sous vide. Pourquoi on fait la distillation sous vide? Parce que nous sommes en présence d'un cracking. Un cracking thermique. Comment on s'aperçoit que nous sommes en présence d'un cracking? La température fluctue. Pourquoi elle fluctue? Parce que le procédé de cracking est endothermique. Donc il a besoin de chaleur. Vous le chauffez, mais il vous prend cette chaleur pour pouvoir casser les molécules. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On ne continue pas. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à un processus de quoi? De distillation. C'est-à-dire un processus qui ne casse pas les molécules, qui sépare, ce qu'on appelle des opérations de séparation. Ces opérations de séparation, il n'y a pas que la distillation. Quelles sont les autres séparations? Allez-y. Vous avez la cristallisation. Au lieu de chauffer, vous refroidissez. Vous pouvez donc. Vous avez éventuellement l'extraction par solvant, c'est-à-dire vous ajoutez un solvant qui vous permet de recueillir par le pouvoir solvant l'hydrocarbure qui vous intéresse. Mais il n'y a pas que ça, il y a la distillation extractive. C'est-à-dire vous distillez tout en essayant d'extraire avec un solvant. Il n'y a pas que ça, il y a l'absorption. C'est-à-dire vous ajoutez en quelque sorte une substance qui vous permet de recueillir les hydrocarbures ou l'hydrocarbure. Et enfin, vous avez l'absorption. Ce n'est pas l'absorption, c'est un phénomène de surface. Et l'absorption, c'est un phénomène volumique. D'accord. Là, nous sommes encore dans la séparation d'hydrocarbures qui ont leur propre carte d'identité. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'intégrité de la molécule. On sépare les molécules entre elles par différents procédés. Dans la deuxième partie du cours que nous allons faire à partir de la semaine prochaine, nous allons intervenir sur la molécule. C'est-à-dire que nous allons former de nouvelles molécules, généralement par le cracking. C'est-à-dire que vous coupez. Et nous verrons pourquoi il faut couper. Et c'est important dans l'industrie du raffinage. Bref, ici, c'est la distillation atmosphérique. Là, c'est la distillation sous vide. Une fois que vous avez ces fractions-là, le raffineur, lui, il a un pétrole. Il veut le commercialiser.
Est-ce qu'il va en retirer le meilleur profit? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il maximalise. C'est-à-dire, il faut chercher chaque fois l'optimum pour les fractions pétrolières, non pas petites de laboratoire, mais des fractions pétrolières assez larges pour qu'elles soient commercialisées. Le raffineur, il a en face de lui combien de fractions pétrolières commercialisables? D'abord les gaz, les C3, les C4, propane, butane. Et il y a des normes d'analyse. Une fois que vous avez fait les C3 et les C4, qu'est-ce que vous avez? La première fraction pétrolière liquide, les essences. Qu'est-ce que ça veut dire les essences? Est-ce que c'est un hydrocarbure? Non. C'est quoi? C'est un mélange d'hydrocarbures. Quel est le point initial? 45. Point final? 200 degrés. Quelle est son utilisation? C'est un carburant d'un moteur à explosion. Moteur de voiture. Alors, à 200 degrés, ça, généralement, c'est pour l'Europe. La plupart des pays utilisent un point final à 200. Mais il y a un pays qui utilise un point final plus important. Les États-Unis. Ils vont jusqu'à combien? 220. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'essence. Souvenez-vous, les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants, 240 millions de voitures. Donc c'est important. Bref, la première coupe, c'est les essences. Est-ce qu'on commercialise comme ça d'une façon aléatoire ou bien avec des normes? Quelle est la première norme importante? Généralement, c'est la densité. La densité, c'est la SPGR, ce qu'on appelle la spécifique gravité, autour de 0,750. La deuxième norme importante pour nous, c'est la distillation. La distillation entre un pays autour de 30 et un PF autour de 200. Distillation. Quelle est la troisième norme importante? La tension de vapeur. La TVR. La tension de vapeur. Et cette TVR est importante pourquoi? Parce qu'elle permet à une essence de se vaporiser dans un carburateur. Est-ce que la TVR est la même en été ou en hiver? Non. En été, elle est plus importante ou moins importante? Moins importante. Pourquoi? Parce qu'on est aidé par la température extérieure. Mais en hiver, il faut une TVR un peu plus importante. Sinon, ça ne s'enflamme pas. Bref, il y a aussi le pourcentage en soufre, 1 degré moindre. Et il y a évidemment l'indice de performance qu'on appelle l'indice d'octane. Et cet indice d'octane vous donne une idée. Si vous avez affaire à une essence très performante, ce qu'on appelle l'essence super, ou si c'est une essence normale autour, elle est l'autre 90. Qu'est-ce que ça veut dire l'indice d'octane? Est-ce que c'est une relation scientifique démontrable ou c'est une relation empirique? C'est une relation empirique. Arbitrairement, on a décidé que l'indice d'octane de 0, c'est quel hydrocarbure? Le N-heptane. L'hydrocarbure qui a un indice d'octane de 100, c'est quoi? 100 octane. Donc si j'ai un NO de 90, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent d'un mélange à 90% d'isoctane et 10% de N-heptane. Cet essai se fait dans un moteur qu'on appelle le moteur CFR. Et c'est ce moteur-là que nous allons visiter sur place si on va à la raffinerie. Bien, ça c'est l'essence. Quel est le deuxième produit qui est important et commercialisable? Alors si je fais le schéma ici, voilà ce que nous allons voir. Le raffineur, il a une courbe de distillation. Nous savons que de ce côté-là, nous avons le pétrole lourd ou le pétrole léger. Et de ce côté-là, pétrole léger. Le rendement, par exemple, je le mets à 200 degrés ici. J'aurai un rendement.
c'est si vous voulez. Je ne parle pas de 0,08 si vous voulez. Là, c'est les gaz. 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 Alors, comment l'essence proprement elle est là. Donc, il y a un certain nombre de modes. La distillation dont on vient de parler, la SPGR, et la TVR. Ça, c'est le plus important. Le pourcentage en dessous de NO. Voilà les points. La deuxième propriété, la deuxième fraction pétrolière qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui est le 100 250. Qu'est-ce que l'on fait du kérosène? C'est une essence? Une essence d'aviation. Est-ce qu'il y a un kérosène ou deux kérosènes? En fait, il y a deux types de kérosène. Il y a le kérosène d'aviation civile et le kérosène d'aviation de combat. L'aviation de combat, quelle est la différence entre eux? C'est le point de congélation. Parmi les normes proprement dites, évidemment, vous avez toujours la TVR, qui n'est pas aussi importante que dans l'essence. Vous avez la SPGR, naturellement. Vous avez l'intervalle de distillation et vous avez la température de congélation. Quand un avion grimpe à 10 000 mètres, la température est basse. Vous êtes à moins 50. Et moins 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kérosène doit être liquide à moins 50. S'il n'est pas liquide, qu'est-ce qu'il va devenir? Solide. Et l'avion, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est pas la peine de tirer dessus, il tombe tout seul. Il tombe tout seul. Maintenant, l'aviation de combat, il faut monter plus haut. Donc vous avez des températures autour de moins 60. Donc le kérosène doit avoir une température en quelque sorte de liquéfaction. Il faut qu'à moins 60 il soit liquide. Voilà un peu ce qu'il est déclaré et ce qui les différencie. Souvenez-vous, la propriété la plus importante, c'est le point de congélation. Troisième, c'est le gazole. Gazole, c'est quoi le gazole? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un produit, c'est un élément pur? Non. Un mélange de quoi? De quelle date, de quel nombre d'atomes de carbone à quel nombre d'atomes de carbone? De quelle température à quelle température? Vous êtes à peu près à 250. Ici, c'est 250. 250, on va s'arrêter. Donc, c'est la coupe 250, 350. Entre 250 et 350 degrés, vous avez les hydrocarbures. Nous savons quel est à peu près le CH2 en termes de température. Combien? Nous avons dit que selon la famille, le groupement CH2, c'est combien? 12 à 15 degrés. 350 divisé par 12, c'est 30. Donc vous avez des hydrocarbures autour de c'est 30. À la fin. Mais on commence à 250. Donc on commence C20, c'est 30. La coupe C20, c'est 30. Souvenez-vous, c'est globalement le gazole. C20, c'est 30. Et qu'est-ce qu'on demande au gazole? Est-ce qu'on lui demande une tension de vapeur? Non. Comment on fait dans le gazole? Dans un moteur diesel. Un moteur inventé par Rudolf Diesel. C'est lui qui a inventé le moteur. Rudolf Diesel. Bien. Qu'est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on lui demande des TVR? Qu'est-ce qu'on lui demande? Quand vous mettez en marche une voiture diesel, il faut attendre quelques secondes.
vous chauffez, vous le chauffez pour qu'il ait une petite tension de vapeur. Et ensuite, bon, ça s'enflamme. Et par la suite, évidemment, ça marche. Mais quelle est la propriété la plus importante? Vous avez évidemment la densité. Même chose, SPGR, PIPF, nous venons d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc, surtout la viscosité. La viscosité. La viscosité est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet la lubrification. Et cette viscosité fait que vous avez des gazoils légers ou lourds. Certains pays vous disent j'ai besoin d'un gazoil léger pour des voitures. Mais on peut utiliser un gazoil lourd pour des camions, pour des installations, j'allais dire, fixes. Il y a des installations fixes. Par exemple, vous avez des groupes électrogènes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le même gazoil. Vous avez dit une fois qu'au sud, quand on manquait de diesel, on prenait, si vous voulez, du pétrole. Pourquoi le pétrole? Parce que le gazoil, il est au milieu du pétrole. Vous comprenez? Les propriétés moyennes du gazoil se retrouvent dans le pétrole, les propriétés moyennes du pétrole. Mais évidemment, ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Au sud, certaines fois, des camions lourds fonctionnent carrément au pétrole. Pas n'importe quel pétrole. Parce qu'il se trouve que le pétrole algérien, le Hassan Saoud, et tous les pétroles environnants, ont les propriétés moyennes, ce qu'on appelle le Sahara blend, c'est-à-dire tout le pétrole, ont les propriétés moyennes du pétrole. Même quand vous regardez le pétrole brut entier, vous trouvez cela. Une fois que vous avez parlé du pétrole, nous sommes à peu près au gazoil ici, et là, évidemment, il nous reste une grande partie ici, ce qu'on appelle les fuels. Et enfin, les liquides. Les fuels, qu'est-ce qu'on propose aux fuels? Qu'est-ce qu'on demande à un fuel? Est-ce qu'on lui demande une tension de vapeur? Non. Quelle est l'utilisation d'un fuel? Généralement, c'est pour le chauffage. Mais cela dépend des spécifications. Certains pays, aux États-Unis, ils disent fuel numéro 1, numéro 2, numéro 3, selon les utilisations qu'ils donnent. Mais en fait, c'est une différence de viscosité. Un fuel numéro 5 aura une viscosité plus importante qu'un fuel numéro 1. En France, ils ont le fuel numéro 1, numéro 2 et fuel domestique. Vous avez une maison, vous avez un four, un chauffage, vous utilisez du fuel. Mais il est évident que ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir calorifique, c'est-à-dire la chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne convertit pas en travail. Évidemment, si on convertit en travail, est-ce que le rendement sera important ou faible? Faible. Autour de combien? Maximum 40%. C'est ce que vous avez dans un moteur à explosion. Quand vous brûlez 1 litre d'essence, combien vous donne un travail mécanique? 40%. Le reste, qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez la voiture, vous chauffez le moteur, vous chauffez l'espace. Donc si on veut consommer moins d'énergie, est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer le rendement? Les premières voitures avaient des rendements de 25-30%. La révolution industrielle a démarré avec 1%. En 1800 et quelques, la première machine qui a permis, c'est le démarrage de la thermodynamique, la première machine qui a permis de faire un travail, c'est quoi? C'est en quelque sorte une citerne où il y a de l'eau, on chauffe de l'eau. Et cette eau-là se vaporise. Cette vapeur-là pousse un piston, une bielle, une manivelle, et le chariot arrive à fonctionner 1%.
Ensuite, on a diminué les pertes. Il y avait des vapeurs qui partaient dans toutes les directions. Donc, on a augmenté un peu le rendement. Et c'est comme ça que la thermodynamique est née et on a commencé à améliorer les rendements petit à petit pour arriver autour de 40%. Mais on peut donc augmenter l'efficacité. On va donc polluer moins, puisqu'on utilisera moins de CO2, moins d'hydrocarbures, donc moins de CO2. Souvenez-vous, nous avons vu qu'une tonne de pétrole donne 3 tonnes de CO2. Donc 1 gramme de pétrole donne 3 grammes de CO2. C'est l'une des possibilités qui va nous permettre de consommer moins en consommant mieux. On fait appel à la thermodynamique, à la science. Bien, ça c'est pour le véhicule. Pour le véhicule, c'est surtout les problèmes du véhicule. Et le véhicule, qu'est-ce qu'on en fait? Partie qui consiste, maintenant que nous avons fait la distillation du pétrole proprement dit, à essayer de valoriser ce pétrole. Donc la distillation initiale, c'est ce que vous allez faire. La mise en œuvre de votre pétrole brut, alors vous notez, c'est le travail que vous allez faire pendant 15 jours. Mise en œuvre du pétrole brut, écrivez. Mise en œuvre du pétrole brut, soit à distiller, un pétrole brut irakien, virgule, saoudien, irakien, saoudien, algérien, américain, koweïtien, libyen. Donc, vous avez 5 pétroles. Nous allons les répartir par groupe de 5. Ce pétrole-là doit être distillé. Vous avez 10 millions de tonnes. 10 millions de tonnes dans l'année. 10 millions de tonnes dans l'année. La raffinerie travaille 8000 heures par an. La raffinerie travaille 8000 heures par an. Cela veut dire 1250 tonnes heure. Donc vous avez à faire la distillation de 10 millions de tonnes sur l'année. Donc votre distillation doit avoir 1250 tonnes heure qui vont rentrer dans la colonne à distiller. Alors la première question, proposer un découpage en fonction de la TBP du pétrole. En fonction de la TBP du pétrole. Évidemment, chaque pétrole aura sa propre TBP. Je vais vous donner ensuite les différentes TBP, où est-ce qu'il faut les prendre. Avec la condition d'optimiser la production des essences. Optimiser la production des essences. Deuxièmement, caractériser chacune des fractions pétrolières. Deuxièmement, caractériser chacune des fractions pétrolières et donner leur utilisation. Donner leur utilisation. Troisièmement, pour augmenter la quantité d'essence, une partie de l'essence lourde, mettons entre parenthèses nafta, une partie de l'essence lourde, nafta,
sera envoyé, et vous écrivez en rouge, à l'unité de reforming catalytique. De même, une partie de la coupe gazoil sera envoyée au cracking catalytique. Enfin, le résidu sera valorisé par une opération de transformation moléculaire appelée le viscosity breaking. Viscosity, en anglais, avec un Y à la fin. Viscosity breaking. To break en anglais, c'est quoi? Casser. Donc on va réduire la viscosité. Appelé le viscosity breaking. Et on réduit comme ça, on dit viscosité. En français, on dit viscoréduction. En français, c'est viscoréduction. Mais en anglais, c'est vis breaking. Vis breaking, si on détaille, viscosity breaking. Alors, faites le schéma global de la raffinerie. Quatrièmement, faites le schéma global de la raffinerie. Cinquièmement, évaluer les coûts des différents sous-produits de la raffinerie. Les différents sous-produits de la raffinerie en fonction des coûts internationaux. Par exemple, la tonne d'essence, c'est 1000 $ la tonne, en fonction des coûts internationaux. La tonne d'essence, c'est à peu près 1000 $. Mais vous regardez sur Internet, le coût du gazoil, le coût du fioul, en fait, voilà. Évidemment, il faut aussi évidemment partir du coût du pétrole brut. Généralement, le coût du pétrole brut, nous allons prendre 80 $. Mais 80 $ là quoi? De barils. Or, nous savons que dans une tonne, il y a combien de barils? 7. Cela veut dire à peu près 550 $. Vous partez d'une tonne de pétrole, 550 $, et vous produisez des produits à forte valeur ajoutée, des essences à 1000 $, des kérosènes à 900, des gazoil à 800. C'est pour ça qu'il est important de ne pas vendre du pétrole. Qu'est-ce qu'il faut vendre? Des produits raffinés. Voilà, je vais arrêter ici, si vous voulez, cette première partie. Et évidemment, je vais vous détailler les différents pétroles bruts que vous allez utiliser. Alors, je rappelle, pétrole Tahazim Saoud, pétrole saoudien, je vais vous dire lequel. Pétrole américain aussi, c'est le pétrole du Texas. Le pétrole libyen qui est connu. Et chacun aura tracé la TBP. Souvenez-vous, il faut d'abord tracer la TBP. Ensuite, pour chaque produit raffiné qui va sortir, n'oubliez pas les normes. Et il faut voir si les normes répondent. C'est là où intervient, par exemple, quand vous aurez à voir, je vous dis, il faut maximaliser les essences. Ça veut dire quoi? Il faut toujours évidemment arriver à 200 degrés. Vous ne pouvez pas les dépasser, nous ne sommes pas aux États-Unis. Mais maximaliser, c'est quoi? Ce sont les opérations de transformation moléculaire, telles que le cracking, qui vont nous donner des quantités supplémentaires d'essence. Évidemment, nous allons rentrer dans le détail. Ce que vous allez faire d'ici le 21, vous allez me donner la première partie simplement, le découpage. Mais vous gardez votre pétrole. Au fur et à mesure qu'on avance dans les procédés de transformation moléculaire,
vous allez les intégrer dans votre travail. Est-ce que vous avez compris? Dans un premier temps, vous ne parlerez que de la distillation. Le découpage avec les différentes fractions. C'est-à-dire, en définitive, vous devez faire le schéma suivant. Et c'est un schéma très important. Je vais vous le résumer comme ça. Voilà la distillation. Qui fait à peu près 40 mètres. Vous avez à côté le four. Vous devez faire ce schéma-là, il est très important. Ça, c'est le fond. Ensuite, évidemment, ce qui sort du four rentre dans la colonne à distiller et ça subit ce qu'on appelle un flash. Nous sommes autour de 320 degrés. Voilà la colonne. Voilà le condenseur. Le condenseur. Alors, une partie va revenir à la colonne et une partie va se traiter. C'est cette essence-là qu'on appelle l'essence dry run, première distillation. Essence dry run. Là, c'est ce qu'on appelle le condenseur. Naturellement, le gaz sort d'ici. Voilà. Après, vous avez ce que je disais tout à l'heure, une essence lourde. L'essence lourde. L'essence lourde qui, on verra ensuite où est-ce qu'elle va être employée. Après l'essence, nous avons le kérosène. S'il vous plaît, un peu de silence. Kérosène. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les strippers. Et vous avez ici le gasoil. Vous avez le gasoil qui sort. Même chose ici, vous avez le résidu, le fuel. Le fuel. Et enfin, le résidu. Voilà ce qui sort dans de la courbe, la colonne de la distillation atmosphérique. On ne parle pas de distillation chimique. D'accord? Mon pétrole est là. Il est dans un bac de stockage à toit flottant. Pourquoi toit flottant? Nous avons vu pourquoi. Les pertes de la cité. C'est un problème d'hiver. C'est-à-dire qu'en été, il fait chaud. Soit vous arrosez avec des lampes, des lances pour baisser la tension de vapeur. Et vous utilisez ce qu'on appelle un toit flottant. Là, c'est le pétrole brut. On suppose qu'il est à 20 degrés. Il sort avec une pompe. Voilà la pompe. Regardez les trucs normalisés. Une pompe, c'est comme ça. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre de la chaleur, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les produits, est-ce qu'ils sortent chauds? Tous les produits sortent chauds de la colonne. Est-ce qu'on va laisser la chaleur partir ou bien on va essayer de la récupérer? Alors, comment la récupérer? Le pétrole va prendre le chemin suivant. Voilà. Il va aller passer à travers des échangeurs de chaleur. Voilà les échangeurs de chaleur. Il échange. Il vient ici, il échange. À la sortie du kérosène, il y a un échangeur. À la sortie du gazole, il y a un échangeur. Du fuel, il y a un échangeur. Voilà le cycle. Ici, il y a un échangeur. Alors, le gazole fait ça. Le pétrole fait ça, il chauffe. Ici, nous sommes à peu près à 80 degrés pour l'essence aérienne. Ici, nous sommes à 120.
il rentre à 120, il sort à 200, il rentre à 200, il sort à 250, il rentre à 250, il sort à 300, il rentre à 300, il sort à 330. Et là, directement, il va au fond. Il passe donc de 300 à 330. On va diminuer un peu, 300. Dans ici, 167. Voilà. Sur la 200. 200, 220. 220, 280. 280, 300. Donc le four complète, vous avez remarqué, il est passé de 20 à 280. Regardez la quantité de chaleur qu'il a pu ramasser. Tout ceci, vous allez faire ensuite le calcul des échangeurs. Je ne sais pas si vous en êtes dans la théorie des échangeurs. Mais avec nous, nous allons calculer les échangeurs. Souvenez-vous, le génie chimique, c'est quoi? Opération de quoi? Transfert de matière, chaleur, mouvement. Matière, chaleur, mouvement. Matière, c'est la distillation. Chaleur, c'est cela. Le mouvement, nous allons calculer les pompes pour pouvoir pousser soit le liquide, si c'est une pompe, soit un compresseur, si c'est un gaz. Et comme ça, à la sortie, vous aurez fait, en quelque sorte, comme si c'était un bureau d'études. Vous aurez analysé un pétrole brut de A à Z. Bien. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième partie de notre travail, c'est, je disais tout à l'heure, ici nous allons faire le reformé catalytique. Lequel nous allons faire rien, on l'envoie directement au stockage. Le gazole, on a dit, une partie va être envoyée au stockage. Voilà. Et une autre partie va nous faire le cracking. Catalytique. D'accord? Le fioul au stockage, éventuellement. Et là, nous allons faire des opérations de districting. Alors, je vais zoomer simplement sur un produit qui est important pour nous, c'est l'essence. Alors, pour l'essence proprement dit, je vais l'avoir ici, je vais avoir des gaz. Et souvenez-vous, on appelle cela l'essence 10RVP. Toujours des gaz, essence 10RVP. Là, c'est une essence médiocre, mais c'est quand même une essence. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces essences? On va les rassembler. On va les rassembler dans une section qu'on appelle le pool essence. Pool, c'est-à-dire une section de mélange. Combien nous avons d'essence? Nous avons d'abord celle-là, triol. Alors, nous avons celle-là, triol. Alors, nous avons celle-là, qui vient d'ici, et nous avons celle-là. Combien de ça? 1, 2, 3, 4. Et à la sortie, qu'est-ce qu'on veut? On veut deux essences. Super. Non. Donc, ici à la sortie, essence égale 90, normal. Essence super, 86, 87. On peut ajouter évidemment des additifs. Alors, parmi les additifs, nous allons parler du plomb tétraéthyl qui est abandonné. Et enfin, d'un autre additif qu'on appelle le MTB. Voilà votre raffinerie.
globalement votre raffinement. Ce que nous allons faire maintenant, le cours prochain, c'est de faire le reforming, le cracking, compléter la distillation atmosphérique. Donc souvenez-vous, si je découpe la raffinerie, ici c'est les opérations unitaires. Distillation atmosphérique, distillation sous vide, stripping, nous allons stripping par la suite. Ici, ce que j'appelle opération de transformation moléculaire, c'est-à-dire celle-là. Et ici, j'appellerai ça des opérations de finition. Opération de finition. Trois grandes parties. Opération unitaire, distillation extractive, distillation atmosphérique, distillation sous stripping. Là, évidemment, opération de transformation moléculaire, reforming, cracking, splitting et même fluid cooking. Et enfin, la troisième partie, pour les essences. Voilà, on arrête ici.